je m'appelle Aminata et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode accompagné de mes magnifiques chroniqueuses, comme d'habitude. Et nous avons une invitée exceptionnelle également. Donc, je vais d'abord vous saluer, mes chères dames. Ensuite, je vais présenter Seynabou. Comment vas-tu, Kadi? Très bien, merci, Ami. Et toi? Ça va très bien, merci. Hello, Karima. Hello, ça va? Izzy. Oui, c'est moi. Ça va? Bonjour. Ouais, ça va très bien. Très bien, ça va. Alors, nous accueillons Seynabou Thiam. Hello, Seynabou. Bonjour, merci beaucoup, Ami, pour l'accueil. Ben, ravie que tu sois sur notre plateau. Oui. Et parce que je sais que tu as beaucoup de choses à raconter, notamment en matière de business pour les femmes. Et comme nous sommes un talk show qui s'adresse aux femmes, et ben c'est important de parler de cet aspect-là. Donc aujourd'hui, nous allons parler des side business. Donc on va expliquer, hein, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais, mais on va expliquer ça tout de suite. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes. Donc tu es la fondatrice du cabinet Smart Ecosystem for Women. Ouais. Donc, tu vas nous expliquer ça aussi en français. Et savoir ce que tu fais au sein de ce cabinet et comment tu aides les femmes à améliorer leur vie. Merci beaucoup, Ami. Donc, comme tu l'as dit, enfin, c'est des mots anglais, mais qu'on retrouve en français aussi, Yes. hein, t'inquiète pas. Et donc, c'est en fait, on essaie de créer des écosystèmes intelligents pour les femmes. D'accord. Et autour, justement, quand on dit écosystème, on parle bien sûr de business, c'est un peu notre cœur de métier d'accompagner les femmes entrepreneurs. Ouais. Mais aussi, l'écosystème n'est pas fait d'une seule chose, donc c'est fait aussi de plusieurs autres paramètres. Et donc, on essaie de prendre en compte tous ces paramètres-là du cadre en fait de l'environnement de la femme pour qu'en fait les accompagnements soient complets et holistiques. Super. Et donc nous, notre cabinet est spécialisé dans l'implémentation de ces programmes pour les femmes et les femmes entrepreneurs et partout sur le continent. Ça veut dire que vous créez des programmes qui permettent d'accompagner des femmes entrepreneurs dans un système qui prend en compte tous les aspects de leur vie. Si je comprends bien, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Au départ, c'est vrai qu'on avait un vrai focus que sur l'accompagnement business entrepreneurial. Ouais. Donc, ça allait, c'était des programmes où on va former les femmes à faire des business plans, à gérer leur stratégie, des choses comme ça. Mais de plus en plus, on intègre justement des questions de développement personnel, de société et d'environnement de manière globale, de parentalité, etc. Parce que la femme, elle n'est pas qu'une seule femme, elle est multiple. Et donc, quand on l'accompagne, il faut accompagner toutes les casquettes. Ah, c'est génial ça. Ouais. C'est génial, je pense que ça fait écho à plein de choses qu'on se dit tout le temps sur le plateau. Toujours. Sur le fait d'avoir plein de casquettes et comment réussir à gérer tout ça. Et effectivement, en matière d'entrepreneuriat, d'éducation financière, il y a des spécificités pour les femmes parce que par rapport à notre... à là où on en est, en fait, de notre parcours de vie, il y a des interactions, il y a des choses qui rentrent en compte. Ok, super. Les filles, vous êtes inspirées par le sujet, j'espère? Oui. Toujours. Always. Ok. Non, mais je t'ai proposé cette thématique des side business parce que déjà, on est en Afrique et en réalité, quand on regarde bien, tout le monde est entrepreneur quelque part. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de salariés ont à côté un business, parce que c'est ça le side business, ont à côté un business, histoire d'arrondir les fins de mois parce que ça peut être difficile. Et je pense que je fais le lien beaucoup avec l'éducation financière, qui est une thématique que j'aime bien, mais beaucoup de femmes vont te dire, oui, mais c'est bien beau l'épargne, les investissements, machin et tout, mais moi, avec mon salaire... Enfin voilà, j'ai déjà du mal à joindre les deux bouts. Donc, est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut développer qui vont nous prendre quelques heures par semaine? Je dis pas facile, hein, qui vont nous prendre quand même du temps, mais qui vont permettre quand même d'améliorer sa situation. Ouais. Je vois que vous êtes inspirées toutes là. Non, en fait, comme tu l'as introduit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les femmes sont toutes des femmes entrepreneurs. Et en fait, dans cet entrepreneuriat-là, il ne faut pas forcément voir qu'en fait, des produits financiers. Des fois, on peut avoir des produits qui ne sont pas financiers. Hein. Donc, on peut faire des activités autres, mais qui ne vont pas générer de l'argent, en fait, directement, mais qui génèrent de la valeur. Et cette valeur-là, en fait, elle peut être de la valeur monétaire, mais elle peut aussi être de la valeur communautaire, elle peut être de la valeur familiale, etc., etc.
Et de fait, en fait, puisque la femme africaine, de par sa culture, cherche toujours l'amélioration, et ça, il y a des études qui le prouvent, qu'en fait, les femmes en Afrique et partout ailleurs aussi sont capables de réinvestir jusqu'à 70% de ce qu'elles gagnent dans leur communauté. Donc, de ce fait, en fait, on cherche toujours à comment on crée de la circularité autour de nous, et avec ce qu'on a tout de suite et ce qu'on peut créer en plus. Donc, parce qu'il n'y a jamais assez, surtout avec l'inflation qu'on a en ce moment. Oh là là. C'est chaud, hein. C'est compliqué. C'est chaud et les femmes sont... Je trouve qu'on a toujours l'impression que ce sont les hommes qui portent les foyers financièrement. Mais moi, je trouve, je ne sais pas si vous le voyez aussi, c'est les femmes là, qui sont dehors en train de... Enfin, les hommes aussi, hein, je ne dis pas, hein. Mais la femme qui reste à la maison et tout ça, machin, je trouve qu'ici, en tout cas, ce que je vois, c'est pas forcément ça. Elles sont au marché, elles sont avec leurs marchandises, avec les gamins sous le bras, et puis elles se défendent, quoi. Et moi, ce que je vois souvent, c'est que c'est... Même si l'homme contribue à un certain nombre de choses, souvent, c'est justement, comme vous avez dit, pour arrondir. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Et de quelque part, je pense que beaucoup de femmes, on prévoit qu'il y a des imprévus, tu vois. Il y a peut-être des livres à acheter pour l'école, il y a telle chose. S'il y a des, par exemple, même avec une grande famille, il y a toujours de petites dépenses qui vont venir de la grande famille que tu es obligé d'envoyer. Et, ça dépend de la relation entre hommes et femmes, mais même si vous savez, OK, voilà, il gagne tant, on va ici, 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 ici. Lui aussi, il a ses obligations vers sa famille. Souvent, c'est pour ça que c'est si important que les femmes font autre chose, parce qu'ils savent très bien que l'argent doit être divisé en 100 parts, même si ce n'est pas 100 francs. C'est clair, c'est clair. De tout temps, hein, ça me fait penser, quand j'écoute Zinabou, de tout temps, les femmes ont toujours fait... je dirais pas le mot en anglais. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, elle est bilingue, finalement. Mais continue. On va faire de la résistance. Franchement, non, il y a beaucoup de résistance ici. Ont toujours eu ce petit job à côté en plus, hein, même de leur salaire, même de ce que, même si elles n'ont pas une entrée d'argent bien spécifique tous les mois à la maison, mais de tout temps, puisque moi, je vois, quand j'étais un petit peu plus jeune, hein, dans la communauté aussi antillaise, les femmes à côté faisaient ça, avait déjà commencé, c'est cette affaire de tontine, cette affaire d'échange, cette affaire de... comment dire, d'aller se coiffer, de mouiller des choses et tout. De tout temps, je pense que peut-être maintenant, ça s'est un petit peu plus généralisé. D'ailleurs, je vois au Sénégal, je vois que toutes les femmes ont un petit commerce. Hein. Moi, je ne connais pas une qui, en deçà de son travail, même celle qui vient travailler à la maison, nous propose des parfums, des tissus, des choses. Elles ont toutes quelque chose, voilà, à petite ou grande échelle, quelque chose à... et ça, franchement, c'est... je dirais que même ça me laisse à réfléchir, tout ça aussi. Mais elles sont très résilientes, quoi. Très, très résilientes. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, nous, avec une mentalité un petit peu, enfin, probablement à l'européenne, à la française, voilà, on a tendance à se contenter de ce qu'on gagne en France, parce que franchement, concrètement, on n'a pas le temps forcément de rentrer dans un business à côté en France ou en Europe, parce que c'est compliqué, la paperasse derrière, etc. Exactement. C'est sûr que l'environnement est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est... Mais je crois qu'en France, on s'y met... Enfin, en tout cas, moi, je vois ça par le prisme des réseaux sociaux, comme je suis très connectée. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup à la mode, quoi. Les side business, tous les systèmes d'affiliation, comment gagner un peu de sous avec... ta banque avec je sais pas quoi, machin, tu vois, c'est en train, et puis parce que les parrainages et tout ça, parce que les gens souffrent là, justement, avec l'inflation. Laisse tomber les Français là, avec leur facture d'électricité qui a doublé, le chauffage, n'en parlons pas. Donc tu sens que tout le monde cherche maintenant, après le boulot, 17h, 18h, je rentre, je prends 2-3 heures pour trouver une autre source de revenus. Et beaucoup de coachs maintenant, justement, accompagnent pour qu'on puisse... développer des business en ligne depuis la maison ou utiliser ses passions, ses compétences aussi pour monter un business. Tu vois plein de filles qui font des trucs sur les produits de beauté, produits cosmétiques par exemple, la couture, tu vois, des choses comme ça. Les bijoux, c'est ça. Apprendre à se maquiller, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Les tissus. Mais moi, j'ai toujours vu ça, les mamans. C'est vrai. Qui justement investissent leur tontine dans des bazins qu'elles font venir et puis qu'elles vendent dans la communauté. Moi, je suis dedans un peu quand même, donc cuisine, la vente de tissus.
je reviens un petit peu pour... ça me rassure quelque part l'aspect social. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait. Hein, c'est sous forme d'échange. Tu ne gagnes pas grand-chose, mais ça te permet de boucher quelques trous. Quand il y a une cérémonie, par exemple, je vois certaines de mes sœurs, elles ont des pagnes, elles bossent au bureau, mais elles amènent des pagnes au bureau, qu'elles revendent et qu'elles passent souvent des crédits parce que tous les jours on a un baptême, mariage et autres. Donc il faut compter le nombre de tissus qui partent. C'est clair, c'est un sacré budget. En fait, tu ne gagnes pas grand-chose. Tout ce que tu gagnes, tu le passes quelque part. Dans le social. Oui, dans le social. En fait, hein, c'est dans le maillon de cette chaîne, il y a peut-être ceux qui s'enrichissent un petit peu moins que d'autres. Hein. Celle-là va vendre le tissu un petit peu beaucoup cher. Après, il y a celle qui va coudre à côté. Celle qui va peut-être proposer à ses collègues. C'est vrai que pas vu ça comme ça, mais ça peut être vraiment quelque chose. C'est comme une petite entreprise, en fait. Ah bah oui. Bah ouais, ça prend du temps, ça demande... Oui, et je pense que les femmes, elles sont beaucoup plus portées par cette conscience économique et sociale. Elles ont vraiment cette conscience-là de... ça repose sur moi pour que ça tourne, en fait. Et pour que ça tourne socialement et et pour que ça tourne pour la maison. Parce que le monsieur, enfin, la plupart du temps, je ne dis pas tous, parce qu'il y en a beaucoup qui font des progrès, quand même, il faut le dire. On le dit, depuis que les Karima les éduquent. Depuis que les gens comme Karima éduquent les papas, on a un nouveau type de papa sénégalais. Mais tant mieux. L'homo sénégalensis de base, bon, voilà, il vient, il dit, c'est ça que j'ai. Le budget pour le mois, c'est tant. Il dit, non, c'est ça que j'ai, même pas c'est le budget. Il dit, moi, c'est ça que j'ai. Je suis allée, j'ai cherché, je suis revenue, c'est ça que j'ai. Et après, il part. Donc, il confie ça à la femme? Il confie ça. Il lui fait confiance sur le fait qu'elle va pouvoir en tirer le maximum. Et donc, elle, cette femme-là, elle va essayer déjà de tirer un maximum de ça en optimisant au mieux. Mais du coup, elle se dit, bah, elle a cette conscience-là parce qu'elle a l'argent et elle sait en fait le budget qu'il lui faut réellement. Elle sait que ce n'est pas assez. Elle va aller chercher plus. Elle va aller chercher plus par les tontines, par le troc, par plein de choses en fait, par les business à côté, etc. et tout ça. Et donc cette conscience-là, c'est ça qui nous porte tout le temps. On a cette conscience permanente de l'économie de nos familles, de nos sociétés, que les hommes n'ont pas forcément tout le temps. Ils peuvent l'avoir ponctuellement quand il y a, par exemple, des événements familiaux importants. La femme va venir dire, surtout si la femme est économiquement, comment dire, dépendant, en fait, du mari, parce qu'elle n'a pas un travail, on va dire, formel, etc. C'est en tout cas dans la majorité les formats comment dire, de cellules familiales qu'on a encore au Sénégal. On n'est pas la majorité. On n'est pas représentatif. On n'est pas représentatif, mais du coup la vraie famille sénégalaise de base classique, c'est toujours un peu l'homme qui a le travail formel et la femme, bon, qui a des petits business à droite, à gauche et qui va gérer ce que l'homme va ramener à la maison. Donc, ponctuellement, ils vont peut-être dire, oui, bon, ma soeur se marie ou mon fils ou nos enfants se marient. Ils vont faire un effort supplémentaire. Mais sinon, au quotidien, ils ne se soucient pas que dans le mois, on est à répondre à 10 sollicitations sociales par un mariage, un baptême, un truc, un ceci, un cela. Et ça, c'est jamais réellement budgétisé. C'est ça. C'est vrai, c'est ce que disait Karima tout à l'heure. C'est la femme qui va anticiper sur tout ça et essayer de gérer. C'est ça. Je pense vraiment qu'en fait, même, tu sais, dans les documents économiques officiels du gouvernement, ils devraient maintenant intégrer, en fait, cet indicateur-là de budget, en fait, social, en fait. Parce que souvent, on va mettre le budget, voilà, alimentation, école, transport, etc. pour les ménages, voilà, les ménages, machin. Mais voilà, on sait qu'en fait, il y a aussi ce side, comment dire, économique, cette économie parallèle, en fait, qui est extrêmement importante. Qui peut peser lourd, hein. Qui pèse lourd du point de vue économique et qui pèse lourd aussi du point de vue, en fait, stabilité sociale. C'est ça. Parce que c'est ça, en fait, parce qu'on parle beaucoup de la stabilité au Sénégal et on espère que ça va durer encore, qui, un des paramètres, ce sont nos guides religieux qui arrivent quand même à avoir une certaine, comment dire... influence.
influence, voilà, sur les populations. Mais aussi, en fait, c'est toute cette activité sociale-là qui crée, en fait, aussi de la stabilité parce qu'on est interconnecté par ces relations-là sociales. Et ces relations sociales-là, en dessous de ces relations sociales, il y a des échanges économiques. Yes. Et souvent, en fait, ce sont les femmes qui vont porter ces échanges économiques-là. Et on le voit, hein, c'est voilà. vraiment parlant ce que tu dis. J'allais même ajouter, je pense qu'une chose qui est tellement intéressante est comment ça pèse sur la perception de la femme d'elle-même. Parce que le plus qu'elle peut contribuer, le plus qu'elle peut, par ses propres moyens, tu vois, indépendamment, si elle voit si c'est tontine ou quoi, le plus que cette femme aussi a un sens de, OK, tu vois, j'ai un certain contrôle sur des effets, sur les petits imprévus ou quoi. On rigole parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup des petites blagues ou les mimes qui passent qui disent qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne paye pas la tontine. Mais ça aussi, c'est une grande affaire parce que c'est pas seulement que tu n'as pas de l'argent, mais c'est que tu perds ton statut, tu vois, ta dignité, tes honneurs et tout ça. Et ça, c'est lié, je pense, aussi à cette relation que les femmes ont entre les différentes communautés économiques qu'on a entre nous. Tout à fait. Et d'ailleurs, les femmes, en microfinance, les femmes sont les meilleures clientes parce qu'elles remboursent tout le temps. Il y a des exceptions, bien sûr, mais elles remboursent parce que justement, il y a cette position sociale qui fait qu'on ne veut pas perdre son honneur et donc on rembourse. Donc on prête plus facilement aux femmes qu'aux hommes. Et c'est rigolo parce que je trouve que vraiment, encore une fois, la femme, elle est toujours dans cette position où elle porte beaucoup. Et dans le discours général, surtout occidental et tout ça, tu as toujours l'impression que la femme noire africaine, oh la pauvre, machin, elle est toujours dans des situations défavorables. Et en réalité, même s'il y a beaucoup de travail pour améliorer le sort des femmes africaines, elles sont pas si démunies que ça. En tout cas, elles ont beaucoup de résilience et on voit que par rapport aux aspects de side business qui sont tellement à la mode aujourd'hui, les femmes africaines, elles sont dedans depuis. Sans nommer ça, sans en faire du marketing, elles sont déjà dedans depuis très longtemps. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le nombre de femmes qui ont transformé des side business dans de vraies entreprises et de vrais pouvoirs économiques. Tu vois, par exemple, toutes ces histoires de cheveux et de cils, tu vois. Même, par exemple, c'est pareil aux États-Unis avec les Noirs américains. Beaucoup de femmes, c'était la même situation, mais ils ont créé ces business à côté pour aider les revenus parce que, justement, beaucoup de femmes étaient bloquées de rentrer dans un marché, sauf si tu étais une femme de ménage ou quelque chose. Et ce qui est tellement intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de grands business qui sont issus de ça. Tu vois, même la fête de cheveux et tout ça, mais maintenant, c'est les femmes qui dominent. Mais il y a des sacrés parcours aux États-Unis, là, dans les communautés afro. Oui. Et il y a un reportage là que je vous avais envoyé. Je ne sais pas si vous avez vu un reportage que j'adore justement sur les communautés afro et comment entre elles se soutiennent et elles visent l'excellence dans les business. Et c'est ça, en fait. Tu commences avec un petit business assez informel, machin, mais le fait de tourner dans la communauté, machin, et petit à petit, de faire grossir le business. Et je vous renverrai le lien là. Super intéressant. Et en fait, tu te rends compte que side business, mais c'est pas une petite affaire, quoi. Non, bien sûr. Et side business, mais il y a toujours business. Il y a business dedans. Il y a business dedans. Donc, faut pas oublier ça. Ça reste quand même un business. C'est juste parce qu'on le nomme comme ça, parce que c'est pas la source de revenus principale. Jusqu'à ce que, comme Karim a dit, ça le devienne parce qu'on inverse en fait comment les choses. Oui. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse aider justement les femmes qui aujourd'hui sont dans des situations où elles se disent « Ok, là, c'est compliqué pour moi. Comment je peux mettre en place une activité justement complémentaire pour pouvoir mieux m'en sortir, avoir un peu plus de pouvoir, tout court, même pas que du pouvoir d'achat, ce que tu disais tout à l'heure, me sentir beaucoup plus forte, plus de confiance. Comment on peut les aider à mettre en place ce type de revenu complémentaire?
Moi, je pense qu'en fait, dans tout business, que ce soit un side business ou un autre business, il faut qu'en fait, c'est tellement compliqué, c'est tellement dur, ça demande tellement d'investissement de sa personne. Il faut vraiment donner de sa personne. Il faut absolument que ça soit quelque chose qui nous intéresse, qui nous plaise. Ouais, je pense pour pouvoir tenir sur la longueur. Le truc que même si on ne nous payait pas, on est capable de le faire pour le plaisir. Tu vois? Parce que ça, je pense que surtout quand on commence petit, quand on est dans des approches plutôt de start-up où on commence avec juste une idée et qu'on lève des millions de dollars, on peut se permettre de faire des choses qui ne nous éclatent pas parce qu'on a les moyens de prendre des gens qui travaillent pour nous. Mais quand on est sur des... c'est vrai, on paye des gens. C'est vrai. Non, mais c'est intéressant parce que quand tu es dans ça, pour tes propres besoins, il faut aimer. Il faut aimer. Parce que c'est tellement dur que si tu dois te lever et que le matin, c'est tellement dur que tu ne peux pas y aller parce que là, il n'y a pas assez cette passion-là. Voilà, c'est sûr. En fait, la passion, c'est le moteur. C'est le moteur. C'est le truc qui donc, tous les jours te fait... Voilà, si tu n'as pas les moyens de dire, aujourd'hui, je n'ai pas envie, j'ai appelé tel collaborateur, lui dire de gérer ça. Ah bah, c'est toi qui te lèves tous les jours. C'est toi le collaborateur. C'est toi le collaborateur, tout, comptabilité, commercial, marketing, tout, c'est toi qui fais tout au départ. Tu es sur tous les fronts. Et donc, il faut que tu commences avec quelque chose qui te plaise, que en fait, tu serais même capable de le faire. Je veux dire, c'est toujours ce que je dis. Le jour où j'ai assez d'argent pour arrêter de travailler, quel business, en fait, je vais créer. C'est ça, ce business-là, en fait, sur lequel il faut se concentrer. Parce que c'est là où à condition qu'il y ait le marché. Oui, après ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on se concentre sur ça parce que c'est là on va pouvoir aller chercher toutes les ressources, même qu'on ne connaissait pas en nous, pour porter la chose. Maintenant, une fois qu'on a ça, il faut observer. Il faut observer. Je veux observer ton environnement. C'est pas moi parce que j'adore le café que tout le monde en fait va être partant pour venir à mon Starbucks sénégalais que j'ai créé. Non, mais c'est vrai. Il faut avoir cette conscience de marché. Bon, observer, se renseigner, poser 2-3 questions. Puis et commencer petit. Et puis tester. Tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé. C'est tout. Non, je suis parfaitement d'accord à ce que Sainabou dit, pardon, parce que effectivement, moi j'ai eu par mes propres expériences sur certaines choses. À mon enfance, j'ai commencé pompiste. Voilà. Normalement, j'étais destinée à être pompiste. Ah ouais? Et puis après, j'ai changé. C'était pas la passion. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, j'ai fini cuisinière. Et ça aussi, j'ai pas encore mon propre entreprise ou quoi que ce soit pour... Voilà, j'ai créé petit à petit, comme je viens d'arriver. Mais tu as déjà des clients quand pas même. Dans la précipitation. Des clients fidèles. Oui, bien sûr. Mais là, côté restauration, ouvre ton restaurant, fais-le. Je dis, je prends mon temps. Et il y en a, ils ne comprennent pas. Quand je prends mon temps, quand même, il faut... Tout seul, tu ne peux pas te lever et cuisiner. Tous les jours, tu n'es pas en forme. Le petit à l'école, c'est moi qui gère. Les va-et-vient, il est malade, j'arrête. Je suis malade, j'arrête. Donc, c'est vraiment un boulot, une équipe à faire sur place. Donc, je dis, non, je fais à mon niveau, sans stress, chez moi, je fais mes trucs. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, la cuisine, c'est quelque chose qui te passionne? Ah oui, toujours. Moi, j'ai toujours aimé la cuisine. On m'a toujours montré le balai et la cuisine avant d'aller à l'école. Donc, j'ai compris comme ça. Si tu veux être une bonne épouse, sache bien balayer, cuisiner. Ah, je dis d'accord. Regardez. On a été à cette école-là. Ça reste. Donc, pour ça, je vais dire, même si j'ai eu une petite diplôme là-dessus, merci, le passage de Montpellier m'a beaucoup aidé justement pour que je puisse c'est là où tu as professionnalisé en voilà, j'ai dit, allez, au moins, comme je bouge beaucoup, au moins j'ai enfin un petit diplôme qui est reconnu partout, je peux y aller. Mais ce n'est pas une raison que je me jette vraiment, il faut à tout prix mon restaurant et autres. Bon, j'ai dit petit à petit. Non, à ton rythme. À mon rythme. Voilà. Mais ça te permet quand même, voilà, justement, de t'en sortir, d'avoir des rentrées d'argent. Oui, avec tout ce que je fais de gauche à droite et que j'adore beaucoup.
Moi, j'ai commencé petite, je vendais des bonbons à l'école pendant la récréation. On prenait des crédits partout parce qu'on est des gamins. Allez, fais-moi les 10 francs, 2000, je te paye. Tu reviens demain, ma boîte de bonbons j'ouvre. Alors, donne les bonbons concentrés. Tu n'as pas payé. Ça montre vraiment. Donc, c'est vrai que c'est côté. Les petites, hein? Tout petites, mais bon. Si je pourrais être riche il y a longtemps, ça aurait... Mais si c'est le travail qui rendait riche, voilà, beaucoup de femmes seraient très riches. Ah, ça c'est sûr. Et je rejoins beaucoup l'idée, d'ailleurs les deux idées de Zainabou et de Khady, puisqu'en fait, comme elle dit, ici on doit être effectivement entrepreneuse à côté. Ouais. Je ne vais pas dire le mot. Mais c'est presque une nécessité. Hein. Voilà, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose au-delà peut-être du travail pour lequel on est payé, je veux dire, que ce soit quelque chose qu'on aime réellement, qu'on aime faire. Pas aimer au point peut-être de se sacrifier, mais une passion plus ou moins. Moi, je suis tombée dans la restauration. J'aime bien dire restauration et pas la cuisine parce que je trouve vraiment que le mot il est énorme parce que je ne suis pas cuisinière du tout, loin de là, j'ai aucun diplôme. Hein. Moi je fais les beaux kits. Hein. Je dis tout le monde que vous arrivez, je fais des beaux kits. Ne pas à ce que je vous fasse des plats de gastronomie. Non, moi je fais des beaux kits. Oui, mais c'est de la cuisine aussi. Ne dévalorise pas ce que tu fais, ça. Non, je ne fais pas de la cuisine. Je fais des beaux kits. C'est un sandwich antillais. Et après, je me défends dans ma culture sur ce que j'aime. Mais je ne fais pas de la grande cuisine. Tu fais un beau colombo quand même. Oui, bien sûr. Absolument. Mais je veux dire, c'est ma passion. C'est pas un truc de femme, ça, de dire de minimiser son truc. En fait, oui, en fait, je ne minimise pas parce que j'ai eu des retours. Des compatriotes qui sont venus au restaurant. Oh, on m'a dit que voilà, au Sénégal, il y a une grande restauratrice antillaise, une grande cuisinière. Chef cuistot. Non mais oui. Non mais tu dis oui. C'est moi. Je dis effectivement c'est moi ici. Mais après moi. tout ce qu'il y a derrière, je sais pas. Parce que je connais la capacité de mes frères antillais à vouloir dire ouais mais je suis partie en Afrique. Ils vont même pas dire au Sénégal. Je suis partie en Afrique. Il y a une antillaise là qui essaie de nous défendre, mais vraiment c'est pas ça. Venez, on va aller sauver l'honneur. Voilà. Donc, je préfère, revenir, remettre les choses à leur place. Donc, du coup, effectivement, ça va être une passion. Moi, ma passion, effectivement, c'était, d'ailleurs, j'ai commencé comme ça, à vous faire goûter les beaux kits. Voilà. Ouais. Et puis, ça a été ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui me passionne de faire... Mais après, pour rejoindre aussi l'idée de Khady, si on me dit, voilà, Izzy, j'ouvre un super restaurant, je veux que tu viennes faire des plats antillais, machin. Non, je ne vais pas m'engager dans ça, puisque non, du tout. Je vais pas... Pour l'instant, tu n'es pas là, quoi. Voilà. Non, mais même pas pour l'instant, je ne veux pas du tout, parce que je sais que de toute façon, c'est pas ça que ça me pousse pas, quoi. Je préfère aller même revenir dans le salariat, puisque ça, c'est pas ça qui me... c'est pas un moteur c'est pas un moteur pour moi, parce que je sais pertinemment que ça va pas... Je vais me prendre la tête, je sais très bien que ça demande énormément le matin. Mais la restauration, je trouve que c'est un des domaines les plus durs. Et c'est tellement égoïste aussi, franchement. C'est très égoïste. J'adore, hein. Mais si tu n'as pas le mental dans ça... On ne supporte pas les gens. C'est difficile. Hein? Mais on veut tout faire. Déjà, quand je veux faire mon petit colombo, il faut que je surveille. T'as fait quoi? Parce que j'ai l'impression de m'approprier la chose. Un cuisinier, c'est vraiment quelqu'un qui est insupportable. Hein. Moi, je peux être infecte en cuisine des fois. Et des fois, je me dis, mais c'est pas possible. C'est vrai que les grands chefs ont très mauvaise réputation. Les cuisines, apparemment, c'est des endroits très... Voilà. J'ai eu la famille qui est venue en vacances là et j'avais des commandes. Mais... franchement, il fallait voir. Hein. Dehors, ils ne rentraient pas dans la cuisine. C'est ça. Et du coup, ils prennent vite, ils mangent vite, ils filent dans le... Je dis, mais franchement, je vous fais ça. Je dis, pardon, mais si je commence à faire un truc, vous me parlez, ça me perturbe. Donc, c'est que je suis comme ça. Je suis obligée de faire parce que midi, c'est midi. Vraiment, je suis désolée. Donc, je m'excusais tout le temps et j'étais mal à l'aise. Mais ça, c'est dans tout, je pense. Ça, c'est dans tout. Si on veut faire quelque chose à côté, moi, je vois des gens qui ne critiquent pas, hein, qui entreprennent des choses à côté de leur travail et tout, mais qui le font mal. Parce que tout simplement, c'est pour de l'argent. Donc, si on est dans ce monde-là, c'est pas possible. Si après, tu décides d'être coiffeuse tous les mercredis parce que tu ne travailles pas, à la limite que tu excelles dans ce que tu fais, je veux dire. Hein, parce que si c'est pour de l'argent, ça ne sert à rien.
Si tu décides l'argent, en fait, c'est un résultat, c'est la finalité. Voilà. Donc, ça ne doit pas être le but, parce qu'effectivement, après, tu peux tomber un peu dans des travers. Bon, vous avez quoi d'autre comme conseil? Il faut être passionné. Donc ça, c'est pour être passionné. Pouvoir tenir sur le long terme, parce que c'est dur. Parce que ça demande beaucoup de temps. Surtout quand tu n'as pas beaucoup de moyens financiers, c'est du temps. Tu donnes de ta personne. C'est ça l'argent, en fait. Voilà. C'est ton argent, c'est ton énergie. Ton temps. Voilà, c'est ta personne. Donc, c'est ça. Et après, comment je fais? Et si je peux rajouter également quelque chose, c'est qu'on peut dépenser énormément aussi pour une passion, c'est-à-dire perdre l'argent, investir l'argent de la famille en fait, l'argent peut-être qu'on aurait gagné en travaillant, voilà, investir énormément et pour une passion, on peut vraiment, des fois, quasiment se ruiner, injecter énormément d'argent, faire des choses, et puis après ne pas... Et ça va aussi à un moment donné dire stop, dire voilà, essayer... Mais je pense que ça, en fait, des fois, ce qui fait qu'on rentre dans ce genre de situation, c'est parce qu'effectivement, on s'est arrêté à la passion. On n'a pas maintenant fait le lien entre la passion et la réalité d'un marché. C'est ça. Des fois, voilà, on peut être passionné d'un truc, je ne sais pas moi... Si tu es passionné, je ne sais pas, de faire des bijoux, par exemple. Éducation. Pardon. Pardon, continue. Parlons-en d'éducation. On a parlé de restauration. Parlons-en d'éducation. Et que tu mets toute ton âme, tous tes sous, tout dedans. Là. Ça c'est pas un bon exemple. Pardon, continue, ma soeur. On est dans un pays où quand même les femmes continuent à faire beaucoup d'enfants. Donc il y a toujours un besoin. Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un marché. Je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Tu vois, on est en plein changement climatique. On le voit. On était censé sentir un peu de fraîcheur en ce moment. On voit que ça change. Si tu veux lancer maintenant, en fait, une ligne de vêtements en fait chauds en Afrique en mode, tu vois, avec des designs africains, bon, ça peut être joli, voilà, mais qui va mettre un col roulé en ce moment à Dakar. Donc il y a un peu ces questions de pertinence. Ton idée, il faut qu'elle soit réaliste avec. Il faut qu'elle soit réaliste, sinon ça reste le petit truc que tu fais pour ton plaisir. Mais si tu veux allier ça avec, c'est ça. Et en fait, comme on disait, tu avais commencé à en parler, il faut tester les choses. Il faut tester les choses et accepter la critique. Parce que souvent, on est dans un truc, ouais, non, je veux faire ça, ça va marcher, je vais vendre ça, je vais me faire de l'argent. Et on oublie en fait de faire attention aux premières réactions des gens qui nous entourent. Bon, je ne dis pas qu'il faut toujours les écouter. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Mais des fois aussi, voilà, il faut vraiment, quand on teste, se dire, OK, je teste. Et dans ce cas, je vois ce que les gens me disent. En tout cas, les personnes bienveillantes, ce qu'elles me disent, c'est que je le prends en compte. Et après, bon, bah, avancer petit à petit. Pour améliorer petit à petit ton... Tout simplement. Et par contre, et aussi rester vigilante sur en fait, la montée en puissance de cette activité-là. Parce que je le vois souvent, beaucoup d'entrepreneurs, ils viennent en fait, ils disent je suis entrepreneur. Quand tu creuses, ils sont salariés, ils travaillent pour quelqu'un d'autre. C'est un engagement, c'est une responsabilité qu'on a pris envers un employeur qui nous paye de l'argent pour faire un travail. Et on prend sur ce temps de travail-là pour aller faire autre chose. C'est pas correct. Non, ça, c'est pas correct. OK? Donc, dès lors qu'on commence à faire ça, ça veut dire que notre side business a atteint un niveau tel qu'on doit peut-être poser la question, se dire, est-ce que c'est pas le moment de demander peut-être un temps partiel, un part-time, machin, ou est-ce que c'est pas le moment de prendre une disponibilité pour le temps que ça monte, ou est-ce que c'est pas le moment de juste, en fait, démissionner, de basculer. Et donc, il faut avoir cette honnêteté-là aussi, parce que souvent aussi ça, on le voit, hein, même nous qui sommes entrepreneurs, à chaque fois, on a des collaborateurs, voilà, on essaie d'aller chercher, mais à juste titre, on essaie tous d'aller chercher un peu plus pour mettre du beurre dans les épinards. Tout à fait. C'est clair. Il ne faut pas que doser. Voilà, faut pas que ça soit au détriment de la personne, en tout cas, qui assure pour l'instant la sécurité pour vous. Voilà. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, mais il faut juste avoir cette conscience-là et faire attention. C'est important parce qu'effectivement, pour moi, le side business, c'est, voilà, j'ai mon emploi du temps classique de 35 heures, on va dire. Oui. 9 to 5, ton 9h, 5h. Quand tu sors, 9h, 17h, pardon. Là, tu fais ton side business.
Mais c'est dur parce que tu le fais soit à 18h, si tu as des enfants, tu le fais à 21h. Non, mais quand et tout puis, le monde des fois, tu maîtrises pas parce que imagine, tu fais des plats, tu travailles dans une banque. Et oui, moi, je suis beaucoup dans les business en ligne en plus dans ma tête. Oui, voilà, donc quelqu'un peut t'appeler à 11h. Ouais. Pour passer une commande, machin, donc ça va te solliciter. Ouais. Donc tu peux pas. Il y a des fois, en fait, il y a cette question-là. En fait, il y a une superposition en fait de notre emploi, on va dire formel, et de notre side business qu'on doit gérer en même temps. C'est ça. En même temps. Et puis, essaye de aussi comprendre c'est quoi la réalité de cette side business. Qu'est-ce que ça va demander avant que je rentre? Parce que, par exemple, j'ai donné un exemple peut-être un peu bête, mais nous, on connaît beaucoup de femmes qui font des beignets dans les rues et tout ça. Mais ceux-là qu'on aime le plus, c'est ceux-là qu'à 18h, je ne sais pas, chez elle, elle a toujours des beignets chauds et fraîches. Tu vois, il y a peut-être une autre qui va avoir des beignets, mais les beignets sont là toute la journée, ou telle chose, ou quoi. Quand tu la vois, peut-être elle n'est pas si gentille que ça. So, si tu comprends que, OK, c'est un business qui va me mettre souvent beaucoup de gens, OK, qu'est-ce que ça va demander? Qu'est-ce que ça va impliquer? Parce que j'ai l'impression que souvent, j'entends deux choses. J'entends beaucoup de jeunes filles qui vont dire, oui, je vais faire ça parce que les filles aiment ça. Tu vois, je veux ouvrir, je me souviens, une jolie fille qui disait, oui, je vais ouvrir une boutique de maquillage parce que les filles aiment le maquillage. Ce qui n'est pas faux. Qui n'est pas faux. Au Sénégal, on se maquille. Oui, mais le problème, c'est que si tu ouvres ça où il y a 4 ou 5 autres boutiques qui ont des maquillages, c'est quoi la différence qu'ils vont faire qu'ils vont venir chez vous? Bien tu sûr. vois? Et si non, toi, il ne suffit pas que d'ouvrir la boutique pour dire ça va marcher. C'est ça. Et puis dans un pays où les femmes aiment beaucoup le maquillage, il y a déjà donc un marché de vente énorme de maquillage. Donc, on se pose cette question-là. Où est-ce qu'elles achètent déjà, en fait? Est-ce que j'ai une place pour aller être là, Xème personne, à vendre du maquillage? Si je peux juste souligner quelque chose, en connaissant ce que Seynabou a fait avec son écosystème. Est-ce que je dois avoir peur? Parce que tu es non, très bien. Parce que j'étais à un événement où elle apprenait aux femmes, et quand c'est des femmes, encore pas nous la minorité des femmes entrepreneurs, mais je ne vais jamais oublier, il y avait des femmes qui venaient de Louga, qui venaient de partout, mais comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Et ce qui est tellement intéressant, c'est que tu vois les gens qui utilisent TikTok, qui utilisent tout, et ils ont dépassé une certaine façon de faire business plan et autres, mais ils utilisent ces réseaux sociaux et ils vendent. Et ils vendent directement et ils savent comment mettre la musique, comment faire ça. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant. Peut-être, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui viennent des gens qu'on ne va pas attendre. On va dire que c'est les startups qui font ça. Mais actuellement, c'est ces petites femmes qui savent utiliser, par exemple, je ne vais pas l'appeler, mais il y a une femme sur la petite côte qui est actuellement une petite influenceuse. Elle travaille dans un petit business, mais actuellement, elle fait la publicité pour les habits des autres femmes, les maquillages et tout ça. Elle m'a montré, j'étais là-bas pour chercher un service. Elle était géniale avec les services. Mais après, elle me montrait ses TikToks. Et je disais, waouh, mais cette femme-là, elle a compris que je vends les habits de mon ami, je vends les choses de telle personne, parce que tout ce que je fais, je mets ça dans les TikToks. Et je trouve que ça, c'est très intéressant aussi. Quand tu parles de... En fait, cette compétence. Et puis aussi pour équiper ces femmes-là avec ces outils, quoi. Parce qu'elles ont compris qu'en fait, avec ces outils-là, les outils vendent à leur place. Elles ne sont pas obligées d'être là tout le temps. Voilà. C'est ça, en fait. La magie du digital. C'est ça la grosse révolution aujourd'hui, qu'on n'est pas obligé d'avoir un bail commercial avec un pack pop qui coûte super cher pour pouvoir vendre, en fait. Tout le monde a droit à sa vitrine. Sur les réseaux sociaux. Gratuit. Voilà. Ça demande du temps, par contre, du temps et encore une fois de l'énergie. Mais tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Nous, on va dire ça demande du temps parce qu'on a une approche structurée.
C'est comme ce qu'elle disait, on n'a pas la même approche. On a une approche structurée où on va faire en fait, nous, un plan éditorial, un plan de diffusion. Ces femmes prennent leur téléphone. Elle se lève le matin, ils prennent TikTok. Elle prend son truc, elle fait son snap, elle est partie. Elle n'a pas calculé qu'elle allait le faire. Yes. Mais elle le fait avec une consistance telle que ça génère quelque chose ensuite. Ça génère de la micro-influence et de la micro-influence, on crée un micro-business en fait. Donc, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elles ont une capacité en fait créative et d'innovation qu'on sous-estime souvent. C'est ça. Et souvent des femmes qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas, voilà, etc. Mais parce que les outils maintenant sont tellement, intuitifs, que même un bébé sait l'utiliser. Donc, même une personne qui n'est pas allée à l'école longtemps, dès lors qu'il a identifié telle icône, ça peut permettre de faire quoi ou quoi. C'est parti, hein. C'est parce que je crois qu'en Afrique, on aime bien TikTok et WhatsApp. TikTok, WhatsApp et Snapchat aussi, ça marche bien. Donc ça, c'est vraiment... Donc c'est clair que là, ça te permet vraiment ça de toucher du monde. Ça a démocratisé les choses. Hein. Donc le soir, effectivement, je fais mon boulot toute la journée. J'ai mon salaire qui permet de payer au moins toutes les factures. Et maintenant, quand je rentre, je fais mes petits savons, je fais mes petits bijoux, je fais mon TikTok, mon machin, je poste. Et ça travaille pour moi. Ça travaille pour toute moi. La journée, ça passe en boucle. Parce qu'ils ils mettent du contenu régulièrement. Hein. Oui. Ils n'en font pas un dans la journée. Hein. C'est-à-dire que c'est intégré en fait dans leur mode de vie. Dans leur mode de vie, dans leur quotidien. C'est pas, voilà, encore une fois, comme nous, on n'est pas représentatif, on va se poser, on va poser un studio comme celui-ci, on va prendre le matériel, on va programmer, on va faire des agendas pour que les gens, être sûr que les gens soient là, etc. C'est beaucoup plus spontané. C'est très spontané. Avec les moyens du bord, quoi. Mais tout en ayant une vision très claire de ce qu'elles veulent faire avec ça. C'est-à-dire qu'elles ne perdent pas de vue, en fait, l'objectif business. Elles sont très business smart. C'est ça. Elles ont une intelligence business que même nous, voilà, etc. Et comme tu disais tout à l'heure, dans tout le petit tissu là qu'on m'a donné au baptême, parce qu'on devait me donner un tissu, on m'a donné le tissu, je vais faire quelque chose avec, tu vois. Ainsi de suite, on a vu les success stories des femmes qui font les savons là. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille là. Il y en a un paquet, hein. Mais il y en a une d'ailleurs qui, enfin voilà, elles montent des barils et en fait, bon. Mais elles ont compris qu'en fait, elles ont compris le principe de l'influence, de la vraie influence, c'est-à-dire de l'influence qui permet de générer en fait de la valeur et de la valeur monétaire. Donc elles vont s'exposer certes d'une certaine manière, bon voilà, on sait ce que c'est, on apprécie ou on n'apprécie pas, c'est pas le problème parce qu'elles connaissent, elles savent ce qu'elles font quoi. Elles savent ce qu'elles font. Elles ont leur cible. Et l'audience, voilà, cette audience-là, c'est ce qu'elle veut. Voilà, tout simplement. Nous, ça peut nous sembler ridicule ou voilà, non, mais ces femmes-là n'ont pas autre chose à faire. Non, en fait. Moi, je respecte. Je sais le temps qu'il faut pour faire une petite vidéo et pour poster. Une centaine de fois avant de trouver... Ouais, mais justement, comme dit Sénabou, ça leur demande peut-être moins d'énergie parce qu'elles sont déjà intégrées. Et au lieu d'être dans du loisir, parce que de toute façon, on l'utilise énormément pour du loisir, au lieu d'être dans du loisir à 100%, bah, elles ont compris que ce temps-là, au lieu juste de poster pour poster, je poste avec un objectif de business derrière. Et il y a moins cette question de c'est quoi mon marché. Ils sont avec leur marché. Ouais, connaissent déjà leur marché. Ils sont leur marché de quelque part. Donc, comme ils sont dedans, ils savent que leur marché cherche. Parce que justement, leur marché, tu vois, s'ils vont être dans une baptême, moi, ce que j'adore maintenant dans toutes les cérémonies, c'est qu'il y a toutes les jeunes. C'est clair. Tu vois, tu t'assises, tu es bien jolie, mais il y a toujours les jeunes. Tu vois, mais ils savent que le percussionniste c'est ça, prends. Et c'est quelque chose où tu comprends que ils sont tellement dedans qu'ils savent que les gens veulent consommer. Et maintenant, ils veulent savoir quels sont les éléments qui vont m'aider à faire ça. Et c'est là où je trouve que c'est très, 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 très intéressant. Parce que comme tu as dit, nous, on étudie. Exactement. Oui, on réfléchit trop. Tu sais, on réfléchit trop. Je disais toujours à mon mari, j'ai dit, tu sais, si, au lieu de rentrer dans cette affaire-là d'éducation, on avait commencé à amener des conteneurs avec
des choses de Turc ou de Chine. Et ça, j'allais dire qu'on allait être beaucoup plus loin. Et pas forcément parce que ça prend moins de réflexion, mais c'est parce que tout le marché, là... Même pas ça, mais c'est que toute la question, si tu veux, de quelque part que une bonne éducation te donne, souvent, c'est pas des questions concrètes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est pas des questions concrètes de comment tu vends, est-ce que tu as un marché. Et ces gens-là, ils ont compris ça. Tu vois, il y a très concret, très terre à terre. J'adore, par exemple, tous les immigrés, surtout aux États-Unis, parce qu'ils savent très bien, ils rentrent quelque part. Aux États-Unis, on appelle ça the 99 cent store. Je ne sais pas, vous avez ça en France. Tu sais, les choses où c'est moins de 1 euro. Oui. Et ils remplissent des conteneurs avec ces trucs-là parce qu'ils savent que ça marche ici. Moi, j'ai vu ma mère faire ça toute ma vie. Et des choses, c'est que, quel impact ça a? Pour moi, ce qui est tellement intéressant, c'est que c'est toujours les enfants parce que je vois quel impact positif ça fait sur leurs filles. En particulier, si ta maman est dans ces commerces-là, parce que d'abord, tu vois que ta maman arrive à tenir toute une truc économique. Tu as parlé de l'éducation économique. Souvent, c'est une très bonne leçon économique, je trouve. Et puis, deuxièmement, ce que je trouve, c'est qu'une génération des enfants qui sont très entrepreneuriales. Avant, on pensait que c'était mignon parce qu'ils payaient leur scolarité et tout. Mais il y a beaucoup des enfants qui ont déjà cette idée de je peux faire de l'argent. Tout à fait. Et l'argent, c'est pas compliqué à faire. Tout à fait. Ils sont décomplexés un peu de comment tu fais de l'argent. Mais nos filles au Sénégal, les filles, nos enfants et tout, je me rends compte qu'ils sont dans cette optique. Tout à fait. Je vois ma fille, des fois, elle me dit, ouais, maman, ça, je vais le vendre et tout. Non, elle est déjà dans les petites ventes et tout avec ses copines. Alors que c'est vrai que, je veux dire, en France... En France, on n'est pas trop là. C'est vrai, moi, je le vois aussi. Avec Isia, là, depuis qu'elle est ici, elle voit les gens vendre. Elle me dit, oui, quand je veux aller au marché prendre un étal. Je dis, non, mais il faut demander à la mairie et tout. Alors, du coup, elle est partie là-bas, là, vendre ses trucs. Non, mais avec une maman comme toi, c'est sûr que elle est partie vendre ses trucs et tout, tu vois. Et c'est vrai que, après, il y a aussi, je pense, en France, par exemple, il y a tout ce qui est travail des enfants, etc. C'est très... Tu sais, tout est très réglementé. Et puis, je pense que même en tant que... On n'y pense même pas forcément. Tu vois, alors qu'ici, tout le monde se débrouille. Oui, mais je pense qu'en fait, il y a aussi ce côté-là, nos pays, comment ça fonctionne. La France, c'est quand même un des rares encore pays au monde avec un système social à ce point. Il n'y a pas ce besoin. Voilà, on a un filet de sécurité. Voilà, assistance, ici, tu travailles, tu payes l'école de tes enfants. Tu ne travailles pas, tu ne payes pas l'école de tes enfants. C'est aussi simple que ça. Et même si tu travailles, est-ce que tu arrives à payer? Voilà, et puis quand tu travailles, ce n'est pas assez. C'est ça. Et donc, il y a ce système-là français qui est encore un ovni au niveau mondial, où on peut s'éduquer gratuitement, qu'on peut se soigner gratuitement, qu'on peut, même quand on ne travaille pas, il y a un minimum social, machin, etc. Et quelque part, ça twiste un peu notre créativité à être des débrouillards. Nous, on est le continent de la débrouillardisation. C'est clair. Tu te débrouilles tous les jours pour tout, en fait. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu travailles, tu manges, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Exactement. Donc ça, c'est ça. Quand les gens ils ont compris ça, ça change tout. Ça change toute l'approche de notre manière, de notre manière de vivre et de créer de l'argent. C'est vrai que le système, comme on dit, je vois avec mon fils, en arrivant ici, il ne comprend pas trop les choses. Quand je dis non sur ça, et là, il n'y a pas longtemps, il me dit, il commence à parler des vacances. Oui, il va partir. Je dis, tu vas parler des vacances, tu as mal travaillé là. Je dis, écoute, cette fois-ci, les vacances, tu iras faire du bénévolat. Donc, je vais t'amener, c'est l'État libé parce que tu n'arrêtes pas de te plaindre. Tu vas passer un peu de temps. Ça va être le choc culturel. Je vais faire quoi? Je dis non, tu vas aider, balayer, faire le truc. Je dis, c'est ça, tes vacances, c'est facile. Si tu travailles pas bien. La pauvre Georges. Parce que non,
Tu vois, les moindres trucs. En fait, tu veux le sensibiliser, oui, quoi. Oui, oui, mais tu sais, je pense que la vie ici, de toute façon, va le sensibiliser. Parce que même si nos enfants ont des privilèges, ils sont, et même si c'est vrai qu'ils sont quand même dans une petite communauté assez protégée et tout, mais ils ont quand même l'opportunité de voir certaines réalités. Oui, tu vois, ils le voient. Donc ça les fait bouger quand même. Oui, mais je pense que ça dépend de l'éducation, parce qu'encore, il y a beaucoup d'enfants qui voient les réalités, mais ils n'ont aucune compréhension de comment changer, pourquoi ces réalités sont en place. Et souvent, ils lisent l'idée sur des choses, que mes parents ont de l'argent, vous n'avez pas. Et ça, c'est tellement dangereux, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont, des gens qui n'ont pas. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que de plus que les enfants sont... il y a ce qu'on appelle en anglais, ce que tu appelles, c'est le hustle. Tu vois, des immigrés et le hustle qu'on a ici. On a pris ce mot-là et on l'appelle au Sénégal hustle. C'est ça. Ça vient de hustle. Parce que, et puis ce qui est tellement intéressant, c'est que, on parle beaucoup, il y a tous ces stéréotypes dans le monde de chaque ethnie, chaque pays africain. Mais les Sénégalais sont connus partout pour être des hustlers. Que dès qu'ils arrivent dans un pays, ils trouvent parce qu'ils arrivent à trouver comment il faut le faire. Il y a un gars qui a fait une chanson sur sa hustleman. Je ne sais même plus c'est qui a chanté ça. Mais ce qui est tellement intéressant, c'est que ce n'est pas des gens d'une classe moyenne comme ça. Ce sont des immigrés. Qu'ils ont quitté. Peut-être même la situation n'était pas si mauvaise ici, parce que quand même, il fallait quitter, il fallait avoir des moyens pour quitter. Mais dès qu'ils arrivent, ils trouvent une façon de faire. Et je pense que c'est ça que nos enfants, souvent, ne voient pas. Tu vois, ils ne voient pas. Ils voient que cette personne, a telle chose, tel enfant a ça, mais ils ne voient pas que, hey, tu vois, il y a cette idée de hustle parce qu'il fallait justement connecter le bout ou mettre le beurre dans le pinard. Comment tu maîtrises à la perfection. Français, là, je suis là, mon gars, je suis là. C'est passé mieux que fouetter les chats. Fouetter les chats, là, je comprends même pas l'image. Moi-même, je sais même pas d'où elle vient cette expression. Moi, je vais chercher, ça sort d'où l'histoire de fouetter les chats. J'ai 2-3 chats à fouetter. Et moi, je le sors souvent, très très souvent, ça. Quand j'ai que ça à faire, j'ai 2 chats à fouetter. On sait même pas chat. Ok, non, mais c'est très intéressant. Et en fait, effectivement, on se rend compte des différentes réalités. Nous qui avons un pied ici et un pied là-bas, en fait, tu te rends compte qu'en France, on va se prendre la tête. Ah, c'est compliqué de mettre en place un side business. C'est vrai, je dis pas le contraire. Mais tu sens qu'on se fait des nœuds au cerveau. Et en fait, ici, les gens, même pas, ils ont le temps de théoriser comme on est en train de faire. Ils sont dans l'action. C'est compliqué aussi là-bas parce que tout est à contrôler. Tu fais pas n'importe quoi. Ici, tu te lèves le matin, tu sors, tu fais ce que tu as fait. Tu n'as pas de compte à rendre. Tu n'es pas là le contrôle de quoi pour te dire tu n'as pas fait dans les règles. Exact. Mais tu sais qu'avec les réseaux sociaux, parce que les filles, elles se débrouillent en France beaucoup, surtout dans les communautés africaines, elles se débrouillent. Elles font les pastels, elles vendent et tout. Et en fait, avec les réseaux sociaux, la jalousie des gens là, on dénonce les gens. Inspection du travail, ils viennent aller voir chez cette personne-là, elles ont des pastels. Donc, je te dis. Mais tu sais, des pastels. Tu es fainéant, tu as envie de faire un truc pour pour rajouter, pour boucher des trous, on t'empêche. Mais tu sais, sanitaire. Tu sais, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu sais, va ouvrir une cuisine professionnelle en France. Non, pas comme ça, pas comme il ça. Il commence à faire des jus en fait, et même le maire est venu le voir, il achetait des fruits. Qui ça, on n'a pas suivi. Un enfant, un petit jeune. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux là. Et même il allait faire ses salades de fruits, il les livrait, même la mairie est venue le voir et tout. Et tout ça, c'était pour, je ne sais pas sa maman si elle est du Sénégal ou du Mali, mais c'était pour aider sa maman à payer un billet pour pouvoir partir. À la base, il faisait ça comme ça. Et au final, maintenant, les gens, ils commandent, ils l'emmènent dans les maisons de retraite, dans les bureaux. Il fait sa salade de fruits, mais le petit, il est tout petit. Hein, il a 10-11 ans. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est pas genre...
un grand ado, voilà, quoi, bien baraqué, hein, c'est un enfant, quoi, tout gentil, tout mignon, il fait ses petits jus, et on sent que c'est sa maman qui l'a inspiré, parce qu'il disait visiblement que sa maman, je pense, faisait à la maison aussi des fatayas, des choses comme ça, des pastels, des trucs. Donc là, en l'occurrence, c'est un garçon, c'est un petit jeune. Donc je pense aussi que même les garçons, je pense aussi, d'une certaine manière, voilà, peuvent aussi prendre... Bien sûr. Et non, je trouve intéressant ce que tu dis, Izzy, parce que c'est vraiment ça, pour moi, c'est faites-le pour les bonnes raisons. On a beaucoup de je fais parce que l'autre a fait. J'ai vu que l'autre, elle vend ses savons, donc moi, peut-être que je peux faire la même chose et gagner de l'argent. Non, en fait, elle fait ses savons parce qu'elle y met sa passion et c'est pour ça que ça marche. Je veux dire, les savons de Seynabou, ce ne sera jamais les savons de Ami parce que, voilà, s'il faut se lever à 3 h du matin pour surveiller qu'en fait, le savon a bien pris pour les couper à 3 h et non pas à 5 h parce qu'à 5 h, il s'effrite. Il y a tout, c'est ça qui change. À 5 h, toi, tu vas te lever à 3 h. Et donc, même si on a la même recette, c'est ça qui change. La passion ne sera pas la même. Voilà, c'est ça qui change que, voilà, mon thieboudion ne sera pas ton thieboudion. C'est clair. Et c'est pas parce que moi, je le fais que ça marche, que ça va marcher pour toi. Donc, faites-le pour les bonnes raisons. L'imitation. Et ça, sur les side business, il y en a beaucoup. Et justement, ça bride un peu la créativité parce qu'on va faire quelque chose qui existe déjà. C'est ça. Voilà, et si tout le monde commence à vendre du tourail, à un moment donné, faut qu'on... Ça sature, hein? Ça sature. Si tout le monde vend des pastels, à un moment, ça sature. Donc, vraiment, le side business, oui, parce que c'est toujours super sympa de pouvoir se dire, je peux me payer un petit voyage, des petites vacances, ou je peux payer tel cadeau à mon enfant. Ou, en tout cas, c'est vraiment, c'est gratifiant, ça nous fait du bien. Et ça nous, comme tu disais au début, en fait, en termes de confiance, parce qu'on sait que c'est quelque chose de très important, en fait, pour le développement économique des femmes, d'avoir cette confiance-là et d'utiliser cette confiance pour faire des choses. Et donc, pour que cette confiance-là, elle puisse s'installer, il faut aussi qu'on ait l'honnêteté de faire des choses qui ont du sens et qu'on ne soit pas dans ce copier-là, etc. Et qu'on soit authentique. Et après, voilà. Et je pense que quand on s'entoure de sa team, des gens qui nous veulent du bien, ça va marcher aussi. On n'a pas besoin d'être c'est un écosystème, hein, donc ça fait partie de l'écosystème. Voilà, moi, c'est vraiment le terme que j'aime beaucoup parce qu'il faut se créer son écosystème à soi. Mon écosystème n'est pas celui d'Izzy, n'est pas celui de trucs, mais ça fonctionne pour moi et donc ça fonctionne pour moi, donc ça peut me rapporter quelque chose. Donc, trouvez aussi votre écosystème pour pouvoir justement vous déployer. Mais, justement, en parlant d'écosystème, j'aimerais bien, avant qu'on termine, que tu nous dises comment nous, les femmes, on peut intégrer ce genre de programme, parce qu'on voit souvent des programmes sur les réseaux sociaux et tout ça. Des fois, ça peut paraître un peu compliqué d'entrer et tout ça. Essaye de nous expliquer comment, si je suis justement derrière mon ordi et que je suis quelqu'un qui fait mes pastels, machin, comment je fais pour intégrer un cabinet comme le tien et être accompagnée pour faire évoluer mon business, etc. Alors, dans l'accompagnement, il y a 2 types d'approches. Il y a l'accompagnement direct où on accompagne en direct individuellement les femmes entrepreneurs. D'accord. Et il y a l'accompagnement comme nous, en fait, où on est un peu les bras droits des bailleurs. Donc, on ne va pas faire d'accompagnement direct des femmes entrepreneurs, mais on va déployer des programmes. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que si vous nous connaissez, nous, tous nos programmes sont communiqués, on fait la promotion de ces programmes-là. Sur les réseaux sociaux notamment. Et en fait, il faut juste cliquer. Parce que j'ai souvent, en fait, mais moi, comment je fais? Clique et puis va regarder. Comment toutes les autres ont fait? Elles ont vu une pub, elles ont dit, il y a tel programme qui propose ça, voici les conditions. Et puis, on met tout, on met vraiment tout. Il y a souvent même des sites internet dédiés. Ça fonctionne par sélection. Après, il y a une sélection, c'est normal parce que tu remplis un formulaire, tu as des entretiens, des choses comme ça? Ça dépend. Franchement, chaque programme est très, très différent. On a des programmes de leadership, on a des programmes en fait de levée de fonds. Donc, en fait, en fonction de ça, c'est différent. Et c'est en fonction aussi des ressources qu'on a, des moyens. Aujourd'hui, les moyens qu'il faut pour accompagner 20 personnes, ce n'est pas les mêmes moyens qu'on a pour accompagner 1000 personnes. Parce qu'on a aussi bien des programmes qui accompagnent 5 personnes. Ou on a des programmes qui accompagnent 7000 personnes. Ce n'est pas les mêmes budgets. Donc, en fonction des budgets, on va savoir
combien de personnes on peut accompagner. Et c'est ça qui est un peu contraignant, je suis d'accord. Mais en fait, en général, il y a toujours un programme qui est fait pour nous. OK. Et c'est pas parce que en fonction de ta situation, tu vas trouver, de ton profil d'entreprise, d'activité, il y a toujours un programme. Et aussi, ne pas se fermer aux programmes qui sont lancés dans d'autres pays. Parce que aussi bien nous qui nous sommes basés au Sénégal, mais nous lançons des programmes qui accompagnent des Ivoiriennes, des Kenyanes, des Sud-Africaines. Parce qu'avec la digitalisation, en fait, ça casse les barrières. Ça casse les barrières. Donc, on peut très bien aussi aller voir ce genre de choses. Donc, il faut aller vers l'information. Parce que nous, on ne peut pas aller toquer à la porte de chaque femme entrepreneur pour lui dire. Donc, c'est à vous de créer votre système d'information. Quand vous ça va avec le mindset en vrai. Voilà, tu connais Ami, tu connais ses activités, tu suis Ami. Tu connais Karima, tu suis ses activités. Et tu peux être sûr que quand elle a une information comme ça, elle va le relayer dans son réseau. Et donc, jusqu'à ce qu'on rentre en fait dans le programme qui nous convient. Et après, il faut aussi chercher le programme qui nous convient. Il ne faut pas juste faire un programme pour faire un programme. Et donc, c'est ça. Donc, pour résumer, va chercher quand même l'info. Et c'est très simple, tu cliques. Et quand tu es dans un side business informel, est-ce que tu peux avoir accès à ce type Il y a des accords. Même l'État a des programmes qui accompagnent le système à la formalisation informel, à la formalisation, ou aussi qui part du principe, la DER, par exemple, a beaucoup financé des entreprises qui n'étaient pas forcément formalisées. Parce qu'il faut avoir aussi une conscience de notre tissu économique. De la réalité. Toutes les vendeuses de gerte et chaff, de beignets, de pastels, elles n'ont pas de NINEA ou de registre de commerce. Il faut être aussi cohérent par rapport à la réalité. Maintenant, tu peux, dans ton programme, motiver les personnes aussi à aller vers la formalisation. Parce que la formalisation, ce que ça veut aussi dire derrière, c'est aussi un certain niveau de contrainte du point de vue de ces femmes-là en termes de perception. Donc, il faut aussi cette éducation-là à la formalisation pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, à se formaliser. Et pour l'instant, tant qu'on n'a pas en fait eu une offre assez équilibrée entre la formalisation et la non-formalisation, ça va continuer. Et il y a encore un gros déséquilibre aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas... Le système de taxation et d'impôt n'est absolument pas adapté à une vendeuse de pastels. Petites entreprises, effectivement. Je peux aussi dire ça pour beaucoup, peut-être les gens qui nous suivent, c'est fais très attention parce qu'il y a des programmes validés. Par exemple, si tu cliques ou tu la suis, tu vas voir des impacts réels. Et ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de business coach, beaucoup de gens qui disent « je t'aide à faire tes entreprises », mais ils n'ont jamais été dans l'entreprise. Ah, merci Karima, merci Karima. Et ils vont te dire « paye les ça, coachs tu vas avoir ça, tu fais ça ». Et je pense que ça, c'est... Ils sont que dans la théorie. Et puis, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de femmes qui veulent faire un side hustle, ils rentrent, mais actuellement, ils sont dans le side hustle de quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc, faites très attention. Je ne sais pas, vous disiez ça en French, mais pyramid schemes, où tu dois amener les autres, toi, tu dois payer. Ça, c'est des systèmes de pyramide. Même, tu achètes, tu me suis dans tout ce qui est le marketing, je t'apprends comment faire le marketing, e-marketing et tout. Mais ce que je m'étonne toujours, c'est le nombre de femmes. J'aimerais bien voir les études. Parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de femmes qui tombent sur les trucs de pyramid schemes que des hommes. Et c'est parce qu'en fait, ils sont poussés par ces réalités économiques. Je ne sais pas mondial ou quoi. Mais je sais un business où on te demande de payer. Un business que tout de suite te demande de payer, mais aussi fais la recherche. Parce que j'étais contactée par un gars tout récemment. Je trouvais que c'était tellement intéressant. Il voulait faire une conférence sur ça, bien faire ça. Mais quand j'ai fait une recherche sur le web, sur lui, sur son nom, sur compagnie, il n'y a rien. Et quand même, si tu avais fait un peu de business ou quelque part, tu devrais avoir des traces. Tout à fait. Sauf vraiment avec les femmes qui font ces side hustles, c'est pas pour rentrer. Analysez bien là où vous mettez les pieds, quoi. C'est sûr. S'il vous plaît. OK. Et les doigts. Toute pâte ne va pas être beurrée. Là où vous On peut dire cliquez. ça.
Yana, t'auras pas de beurre, t'auras même pas les épinards. Rien du tout. Parce qu'il y a même de pâtes. Tu as la poêle seulement, tu n'as même pas des allumettes. Pardon. Ça, c'est un proverbe peut-être créole, non? Quelque part, là. Non? Ah, je ne connais pas celui-là. Non, mais c'est bien, tu fais bien de faire cette remarque. Il faut faire le tri sur qui va réellement t'accompagner à progresser. Ok, ben merci beaucoup, Seynabou. Franchement, c'était top de t'avoir. J'espère que tu reviendras bientôt. Oui, parce qu'il y a d'autres thématiques. C'est très intéressant. Chacune de nos side hustles, c'est pas Ouais. ça. Make it rain, bravo. Merci les filles, comme d'habitude. C'était top, vos participations étaient très pertinentes. Donc à bientôt pour un prochain épisode. Bye Bye. 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 J'aime bien, Seynabou, tu es très bien pour Make It super. Rain. Ça, c'est moi, Ça m'a Tu sais éclairé comment- plein de choses. Ah ouais, non, mais c'était bien, Franchement, c'était très génial, bien ça. cette émission-là. Ouh là là.